Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On va revenir cette semaine sur les deux matchs qui ont eu lieu. Cette réception de la Real Sociedad pour le premier match d'Europa League et ce déplacement à Lens qui a eu lieu hier après-midi. Un programme chargé également. On parlera du cas Marcin Bulka dans ce numéro. Aussi vous dire que dans la mesure du possible, il y aura aussi des numéros avant-match avec présentation des équipes pour tous les adversaires en Europa League. Chose qu'on a déjà commencé avec la Real Sociedad. On va essayer d'en faire un également pour la Lazio et pour toutes les autres équipes. Et on fera des numéros groupés comme on fait aujourd'hui pour débriefer des deux matchs. Donc programme chargé, vous l'aurez compris, il est tôt ce dimanche, mais j'ai déjà le plaisir de retrouver Flo pour sa première de l'émission. Vous le connaissez, spécialiste de l'OGC Nice, fan également des Gunners d'Arsenal. J'espère qu'il va nous faire l'étalage de toute sa hype pour un certain Arteta. Comment ça va, Flo? Écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation. Hier, j'ai pas pu regarder les Gunners, ça part en première mi-temps, parce qu'après, il y avait nous Niçois, mais petite victoire 4-2, on recolle la City. Voilà, hein, en route pour le titre, hein. Ah, c'était la petite minute Gunners, Pancho, que tu m'avais demandé. Ok, voilà, fin du numéro du coup, ouais, c'est bon. Et il est là également, le Toulousain, le Grégoire Margoton de l'émission, c'est Matt. Comment ça va, Matt? Coupe ton Et micro, ça ouais, ira bien. Ouais. si j'active pas le micro, pas réveillé, hein, il est très, très tôt. Je me fais cueillir au saut du lit par le club Pancho. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour cette émission? Ah! En plus pour débriefer un 0-0, ténébreux, bon, avec une équipe bis, apparemment digne d'une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. On va discuter de ça avec Flo, j'ai peut-être deux trois contre-arguments à donner. Ouais, effectivement. Alors, semaine faite de deux matchs nuls, mais une semaine pas vraiment nulle, messieurs. Ça, on va voir ça en détail. Bon, alors, on va commencer déjà dans l'ordre chronologique. Ce match contre la Real Sociedad, ponctué d'un un but partout. Un match globalement dominé par l'OGC Nice. Un résultat frustrant au vu du scénario et notamment ce penalty manqué par Evan Guessant. Flo, qu'est-ce que tu as pensé de cette première soirée européenne? On avait jugé négativement aussi l'affluence. Alors pour avoir vu le match à la télé, moi j'ai trouvé une très très belle ambiance européenne. Des chants toute la rencontre et un tifo aussi incroyable de la Sud. Globalement, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là contre la Real Sociedad, Flo? Et déjà, pour parler de l'ambiance en tant qu'expérience d'abonné, je trouve que c'est un club qui vibre beaucoup plus lorsqu'il y a le noyau niçois, c'est-à-dire les entre 20 et 25 000 habitués au stade, que quand il y a les 35 000 dans des gros matchs. Donc voilà, là c'était un gros match avec le noyau d'abonnés. L'ambiance a été exceptionnelle, faut le dire. Parce que quand c'est calme dans ce stade, on le dit, mais quand c'est exceptionnel, faut le dire aussi. Grosse prestation de la Populaire Sud. Et, je trouve que l'équipe a bien suivi. Première mi-temps un peu compliqué. On avait une petite perte de repère avec l'intégration de Buonanni qui avait pris la place de Mohamed Ali Chaud devant. Et bon, c'était un peu moins fluide en première mi-temps. On avait aussi cette grosse perte au milieu de terrain qui était Tanguy Ndombele. On a dû composer sans avec numériquement remplacé par Tom Mouché, qui a été dans la difficulté, hein, très clairement. Un cran en dessous en termes d'intensité, au niveau technique, tactiquement un peu perdu. Mais bon, comment lui en vouloir quand c'est censé être le cinquième milieu de terrain dans la hiérarchie. C'est plus une doublure à droite de Jonathan Klaus, donc voilà, un peu compliqué pour Mouché. Mais voilà, deuxième mi-temps, de meilleures intentions. Une équipe qui a assiégé le dernier huitième de finaliste de la Ligue des Champions. Et bon, le regret que je peux avoir dans cette deuxième mi-temps, c'est qu'on a beaucoup de situations, mais au final peu d'occasions. C'est dommage, avec des coups qui auraient pu être mieux gérés, notamment par Guessant dans son dernier geste. Et il t'apporte tellement dans le jeu que c'est frustrant. Ok, c'est frustrant. Je peux comprendre, hein, ceux qui sont dégoûtés, ceux qui râlent pour le penalty, qui n'est pas raté, mais arrêté, déjà, première chose. Et qui, deuxièmement, ouais, il y a un dernier geste qui est, voilà, qui a travaillé.
Et quand tu regardes le match, c'est ton plus, c'est ton entre les lignes, c'est ton plus. Et c'est lui qui crée les décalages, c'est lui qui va fixer, c'est lui qui élimine. Et contre la Sociedad, c'est ton plus. Voilà. Alors, Donc voilà, on y beaucoup de viendra frustration. justement, à Evan Guessant. On fera un petit focus sur lui dans la partie, on va dire, bilan de la semaine pour englober les deux matchs parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de commentaires sur ses prestations. Et puis, voilà, il y a aussi tactiquement, finalement, parce que à Lens, il joue seul en pointe. Un peu esselé, Moukoko rentre, il joue un cran plus bas, donc il y a peut-être des questions à se poser aussi sur l'utilisation du joueur. Finalement, comment est-il le plus à l'aise? Alors, Matt, toi, par rapport au scénario, est-ce que c'est frustrant finalement ce match nul? En face, on avait une équipe qui était en grande difficulté. Au moment du match 16e de Liga, j'ai vu que hier ils ont mis une pilule à Valence qui est aussi en grande difficulté. Euh, ce penalty manqué, euh, voilà, ce turnover aussi, hein, il n'y avait que trois joueurs qui avaient débuté le dernier match de championnat. Voilà. Est-ce qu'on reste positif par rapport au scénario parce que tu es mené, tu reviens au score et tu peux l'emporter si finalement Guessant met ce penalty là, ou est-ce qu'on peut se dire bah là c'est finalement 2 points de perdus avant une phase de championnat qui s'annonce rude pour l'OGC Nice? Je suis un petit peu partagé, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble cette nouvelle version des Coupes d'Europe. Moi j'ai tendance à dire qu'avec ce qu'on a montré, en étant à domicile, on aurait dû prendre les 3 points sur cette prestation-là. Après, difficile d'en vouloir à un peu cette équipe de Nice version second couteau vu le nombre de titulaires qu'on a d'absents. Mais justement, on connaît bien la situation au club. Et, euh, et voilà, prendre 3 points contre la Real Sociedad, qui est peut-être la plus grosse équipe qu'on tire sur le papier, hein. Je vois Flo qui fait la moue, mais bon, Oh, c'est une équipe qui a ouais, fait la un gros Lazio, parcours européen. c'est un gros cran au-dessus quand même, la Lazio. Ouais, mais L'année dernière, je suis d'accord. par Cette saison exemple, peut-être, mais sur le papier, quand tu les tires, Bodo Glimt a gagné Ouais. sur cette journée-là contre Porto, par exemple. Tu vois? ils étaient à la maison, ils étaient réduits à 10, ils ont pris 3 points. Moi, j'ai peur qu'on regrette un petit peu ces 2 points. Tu sais, je sens la connerie de on va devoir jouer un match de plus juste parce qu'on est à quelques points de passer. Après, j'étais quand même globalement rassuré par cette prestation européenne. Euh, je me dis qu'il y a quelques années, on serait sorti de ce 1-0 pour le même résultat. Je sais que dans le contenu, on n'aurait pas eu du tout le même sentiment. Là, j'ai senti, et vous l'avez dit en parlant de l'ambiance européenne qu'il y avait au stade, tout le monde y croyait dans le stade. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on est un peu déçu, qu'on a un peu de regret, parce qu'on sent qu'il y avait la place, en plus avec ce penalty qui, pour le coup, je trouvais un peu mal tiré. Désolé Flo, mais quand tu cherches le contre-pied et que tu le trouves pas, Ah non, mais bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, il est pas bien frappé. Mais littéralement, c'est un penalty arrêté, pas forcément raté. Il doit le mieux le tirer, mais le gardien part du bon côté. C'est pas non cadré, tu vois. et Ça on, arrive. ouais, on en reparlera parce qu'il y a aussi peut-être une histoire de penalty autour du match contre Lens. Mais moi, je suis pas du tout rassuré sur les penalties cette saison. Je D'accord. serais limite plus rassuré qu'on envoie Pablo Rosario les tirer. Parce que lui, Je suis apparemment, d'accord il aussi. a, il a l'air de connaître le geste. Mais sinon, une soirée européenne qui, moi, m'a rassuré vis-à-vis j'ai l'impression, de l'état d'esprit de l'équipe, notamment imprimé par un bonhomme qui m'a impressionné sur ce match-là. Moi, j'étais très sceptique sur sa saison. Je me dis, ah, la saison trop, mais bon, ça fait plusieurs années qu'on pense que c'est la saison trop. C'est Dante qui fait un match. Moi, je trouve qu'il fait un gros match, un match de patron Un et match de capitaine, on- Matt. un match de capitaine, exactement. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des matchs de capitaine, et moi, je retrouve un peu cet ADN capitaine de l'OGC Nice, ce défenseur gaillard qu'on retrouve porter la balle, monter très haut, jouer les offensives. C'est un mec qui donne l'exemple en fait. Il a un capitaine, c'est le gars qui est en première ligne, c'est le chef de troupe. Il doit donner l'exemple. Bah là, c'est exactement ce qu'a fait Dante. Et je trouve que c'est de bon augure pour la suite de la saison parce qu'on vit des moments difficiles au niveau blessure, au niveau peut-être contractuel pour certains. Et voilà, avoir un leader qui prend ses responsabilités de leader, ça fait du bien au club. Et je pense que ouais, ça nous permet d'être confiants sur la suite des événements. Flo, par rapport à Dante, est-ce que tu rejoins Matt? C'est vrai que pense à sa rencontre, il a été investi.
ça grognait aussi par moments. Et puis, il a eu beaucoup plus de liberté aussi, balle au pied, comme un peu Youssouf avait eu contre Saint-Etienne. Moi, j'ai en mémoire aussi ce débordement à la 86e. Enfin, c'est voilà, ce dépassement de fonction aussi qu'on avait peut-être un peu moins vu sur ce début de saison. Et ouais, ça fait plaisir de le voir à ce niveau de performance-là. Alors, il n'y avait pas trop de doute. Alors, question de point de vue, mais il n'y avait pas trop de doute. Mais là, quelque part, on a l'impression aussi qu'il s'accapare un peu plus le système tactique de Francaise. Tout à fait. Et en plus de ça, et ça se voit vachement du stade, cette année aussi, je pense que c'est ce qui manquait la saison dernière. Dante, il a des vrais lieutenants avec lui pour gérer ce groupe. Et j'ai une anecdote, c'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus contre la Sociedad, en termes d'exemplarité, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il y a deux, trois fois où tu sais, on est un peu dans le dur, le bloc est un peu trop bas. C'est lui qui appelle Dante, je le vois de la tribune, c'est lui qui appelle Dante qui dit allez, on monte là, on monte le bloc, vous venez à ma ligne. Et il y a ce côté de, il rappelle, il est là, c'est le second, il accompagne. Et ça, c'est très important parce que tu peux pas être concentré 90 minutes sur tes coéquipiers, sur ton collectif. Hier, on voit aussi pareil, Marcin Bulka, à un moment donné, on est dans la difficulté, il se rapproche de Francaise, il vient en consigne, il donne son ressenti sur le jeu, il donne comment tactiquement on peut se placer au niveau des ressorties de balles. De suite, Ez met en place ce changement tactique, hop, ça va mieux dans la foulée. Il est vraiment encadré Dante cette année. Et les autres années, c'était Dante, on avait l'impression, le petit groupe de jeunes avec le deuxième gardien qui avait 40 ans, bon voilà, ça faisait le taf. Là, cette année, il est vraiment dans un groupe structuré. Il y a Klaus, il y a Marcin, il y a lui, il y a aussi, je pense, Barr qui s'est un peu étoffé dans ce groupe. Et c'est vraiment une structure où, bien sûr, c'est Dante qui dégage le plus, parce que c'est le capitaine, parce qu'il a aussi cette expérience, comme tu dis, contre la Sociedad. On a joué une équipe qui avait énormément d'expérience, qui était beaucoup dans la provoque, un gain de temps qui gérait très bien les temps forts, temps faibles. Les Basques ont été très forts là-dedans, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en sortent dans ce match. C'est pas sur leur contenu, c'est sur leur expérience. Et Dante est venu compenser ça côté niçois, et Klaus aussi. Même, je me rappelle, en deuxième mi-temps, contre Saint-Etienne, Jonathan Klaus, c'est lui qui demande à ce qu'on continue à mettre du rythme, qu'on fasse plus vite tourner le ballon, parce que par moment c'est trop lent, il y a trop de relâchement. Voilà, c'est pas le seul. Il n'y a pas que Dante. Alors oui, Dante, il prend énormément son rôle de capitaine. Il nous a fait beaucoup de bien en termes d'expérience, notamment parce qu'il fait 5-6 fautes hein, contre la Sociedad. Hein. Mais il prend le jeune en fin. Alors, je sais pas, il prend le jeune ou je sais plus, mais s'il le prend, c'est en fin de match. Il le prend pas, il fait 5-6 fautes sans prendre de carton. Et à chaque fois, c'est des fautes intelligentes, dans la bonne zone de jeu. C'est aussi ça être un capitaine. C'est pas que gueuler sur ses coéquipiers. C'est aussi être là dans les moments où on demande ton expérience, on demande ton attention parce qu'il y a ce déficit-là. C'était le cas contre la Sociedad. Il a bien comblé. Et je vous le dis, Jonathan Klaus, vu du stade, dans sa manière d'être, dans son langage corporel, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Accrédité aussi d'un super retour au dernier moment. Action décisive également hier sur le corner où il sort la tête sur sa ligne de but. Donc c'est vrai que bon, c'est pas des stats qui sont comptabilisés en fin de saison, mais sur deux matchs resserrés en une semaine, il y a eu des actions de grande classe, hein, comme disait notre cher Francesco Farioli. Euh, le buteur également, Pablo Rosario. Messieurs, dames, Pablo Rosario. Alors déjà, le coup du penalty sorti de derrière les fagots, on s'y attendait pas. Mais là, on voit un Rosario bien beaucoup plus... alors, on sent que dans la doublette au milieu de terrain, c'est celui qui est plus en retrait. Mais dans les temps forts, il a cette capacité aussi d'être beaucoup plus vertical, d'être présent aussi dans la surface. Et ma foi, buteur. Buteur, voilà, deux buts, deux buts en trois matchs. C'est un joueur bon, qui fait partie d'un groupe de joueurs où on se dit chaque saison, chaque été, est-ce que c'est le moment de s'en séparer, etc. Bon, à titre personnel, je me disais, bon, est-ce qu'on profiterait pas de la belle saison qu'il a fait sous Farioli pour en tirer un bon billet. Voilà, mea culpa, je reconnais, mais là, voilà, un bon match dans l'intensité, dans la récupération, et puis ce qui commence à être décisif, c'est ce que j'ai tweeté, je veux dire, on va avoir du mal aussi à le sortir, non pas du 11, mais dans ces joueurs qui comptent. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de sa semaine globalement, parce qu'il a été aussi titulaire hier après-midi, performant, Matt, fan de Pablo. Toi, tu l'as dit, hein, ce très niçois, ce très niçard Pablo Rosario, hein, je te paraphrase là-dessus. Donc,
J'adore ce genre de joueur. C'est le genre de joueur qu'on adore à Nice. Techniquement, c'est pas le meilleur. Mais putain, tout à l'heure Flo parlait de lieutenant. Mais c'est un lieutenant que tous les clubs veulent, ce Pablo. Le mec, il va manger le cerveau de l'arbitre tout le match. T'as un mec qui essaye de gratter une touche, machin, et il va gratter encore plus fort. Quand il va au duel, c'est terrible ce mec. Et je sais pas, il est attachant. Moi, je trouve attachant ce Pablo Rosario, je l'adore. Et putain, il est en forme. Il est en forme, ça va faire 1 an qu'il est en forme. Et, euh, et son but, c'est un beau but qu'il nous met. Ah, je sais pas fou, mais le coup de fusil là qui part de nulle part, moi j'ai sauté du canapé, j'étais trop heureux. Et que ce soit lui, puis que tout le stade crie son nom, on a un, on a un vestiaire qui structure, avec des cadres. Voilà, le mec, ça fait 4 ans qu'il est au club, c'est un cadre. Et c'est pas pour rien que ça devient un cadre au bout de 4 ans. Temps d'acclimatation, ah, le mec prend ses repères, ça prend du temps. Contre Lens, il est à 2 doigts d'en remettre un juste après le penalty non sifflé. Franchement, je me serais mis tout nu parce que là, vraiment, c'était fou. S'il nous claque 3 buts en 3 matchs, moi je sais plus quoi faire avec Pablo Rosario. On va au bout du monde avec ce mec. Mais, euh, mais après, il faut quand même rester lucide. Bon, c'est une déclaration d'amour, hein, vous sentez bien que j'occulte énormément de choses sur son niveau de jeu. Et c'est vrai que par contre, dans le jeu, on subit. On sent quand même que il y a un cran, footballistiquement, il y a un cran entre lui et Ndombele et Boudaoui. Et ça s'est vu aux côtés de Tom Louchet qui, je pense, Hmm. a eu un match très très compliqué. D'ailleurs, pour Tom Louchet, je tiens à dire un truc. euh, il a évolué côté gauche du terrain. C'est pas un côté sur lequel il a l'habitude d'être aligné. Je crois que la saison dernière, quand il est aligné au milieu de terrain, il est plutôt aligné côté droit, même quand il était dans le milieu à 3 de, de Francesco Farioli. Donc je pense qu'aussi c'est tout un tas de repères qu'a perdu le jeune, même si je sais qu'il est de formation, il a joué ailier gauche, etc. Mais en termes de relation avec ses coéquipiers, ça peut éventuellement jouer. Mais je pense que voilà, la prochaine étape à passer pour Rosario, s'il veut vraiment s'investir et s'installer dans le 11, c'est aussi de savoir être un peu plus leader pour le gars qui l'accompagne. C'est bien, tu vois, de montrer l'exemple, d'être exemplaire, mais je trouve que des fois dans la communication, on sent un peu une déconnexion entre lui et la personne qui est à côté de lui dans le jeu. Je sais pas pour quand sont les retours de Ndombele et Boudaoui au plus haut niveau. Ndombele, c'est un peu nébuleux. Donc sur les prochains matchs, j'espère qu'avec Boudaoui, ils arriveront à mieux se connecter que ce que ça a été sur le début de match contre Lens, parce qu'on va en avoir besoin d'un milieu de terrain solide, surtout qu'on est souvent en sous-nombre. Donc je compte beaucoup sur lui. Flo, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur Rosario ou sur, on va dire, une autre performance individuelle qui t'a marqué négativement ou positivement? Bah, non, juste 2 mots sur Rosario rapidement. C'est un couteau suisse et c'est sûrement le joueur le plus fiable physiquement de ton effectif. Il vient d'enchaîner une quatrième 90 minutes d'affilée. Le mec souffle pas et les week-ends il joue, zéro blessure. C'est exceptionnel à ce niveau-là, même dans le volume, l'enchaînement des efforts, tout ça. Hier contre Lens, il fait encore 90 minutes. J'ai même pas l'impression que le mec à la fin du match, il est les mains sur les genoux, quoi. Il fait 90 minutes il y a 3 jours à la Sociedad. Je pense que beaucoup de joueurs professionnels devraient prendre exemple sur ce type de joueur. Et au niveau de la mentalité, comme disait Matt, c'est assez exceptionnel. Moi, si je dois retenir une individualité contre la Sociedad, en faire sauter plus d'un, mais c'est Van Guessant. Pourquoi? Parce que, ok, il y a ce penalty raté, mais tactiquement et dans le jeu, ça a été ton facteur plus. Alors, évidemment, il y a eu du déchet, évidemment, il y a ce dernier geste qui est très très frustrant, mais quand il vient dans l'interligne, qui vient décrocher, qui se retourne, qui donne, qui l'élimine, je pense qu'il a une palette large. En fait, le problème, c'est qu'il est bon ou moyen partout. Et il n'y a pas un domaine où il excelle vraiment. Et c'est ce qui risque peut-être de le perdre s'il passe pas ce cap dans les prochaines années. Actuellement, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du fait qu'il soit beaucoup plus efficace quand il avait une pointe devant lui. Je suis 100% d'accord. Je pense que c'est un 9,5. Après, on l'avait avec Farioli l'année dernière, qu'il avait des qualités aussi pour jouer en pur 9 dos au but. Mais voilà, c'est un 9,5. L'année dernière, on l'opposait souvent à, par exemple, à Terem Moffi. Je pense que pourquoi pas les associer. Alors bon, là, la question se pose pas. Et l'associer à un attaquant plutôt que de l'opposer à un attaquant. Je pense que ce serait la solution avec Evan Guessant. Donc voilà, juste pour souligner son très bon match et que ça aurait été l'apothéose avec son penalty marqué. Matt, ton ressenti par rapport à ça? On a vu également Evan Guessant rentrer
Plutôt Moukoko rentré hier après-midi, Guessant décalé justement à la place de Boga, dans un rôle un peu de 9,5, d'ailier gauche en phase défensive. Est-ce que pour toi, justement, Guessant est plus utile dans ce registre-là parce qu'on on l'a vu, alors le contexte du match ne l'a pas aidé, mais hier, en première mi-temps, euh, il réussit peu. Bon, il était envoyé un peu au charbon, hein, j'entends, hein, mais je pensais que ça pouvait lui correspondre un peu plus ce rôle, on va dire seul, parce qu'il pouvait l'être autosuffisant, mais quand l'adversité est peut-être trop importante, ça semble compliqué. Pour moi, c'est pas tellement une question de positionnement et de rôle, c'est plus une question d'accompagnement sur le terrain. Flo dit qu'il est meilleur accompagné d'un attaquant, mais parce qu'en fait, quand il est à côté d'un pur attaquant, il est à côté de quelqu'un qui a vraiment le sens du but. Ça m'a marqué, Moukoko récupère une balle là dans le match contre Lens, il se retourne, il tire. Et il a pas cherché à comprendre directement le sens du but. Je trouve que Guessin a plus de mal à se mettre tout de suite vers le but. Tendance, je trouve, à un peu tricoter, à surjouer, et même de temps en temps à pas sentir le jeu juste. Je crois qu'à un moment donné, il peut servir, c'est Buonani. Ouais. Et de temps en temps, voilà, il manque un peu de sens du but. Et en termes de profil, là, je trouve qu'il était peut-être le plus mal accompagné possible avec Boga et Buonani. Parce que c'est quand même deux joueurs qui, dans le jeu sans ballon, s'associent moins bien avec lui. Moi, je le préfère largement encadré de Shaw et Moukoko, qui vont pouvoir faire des appels, libérer des poches d'espace et lui laisser un peu de place pour s'exprimer, même si c'est un joueur qui, on l'a vu, peut avoir des fulgurances techniques. Balle au pied, c'est pas collé au pied, c'est pas Messi, loin de là. Il lui faut un peu de place et donc avoir des joueurs qui évoluent dans les petits espaces, je pense que ça lui rend pas service. C'est pour ça qu'on l'a vu au meilleur encadré de Moukoko et Shaw et donc moi je l'associerai au moins toujours une fois d'un de ces deux profils, type deuxième attaquant, parce que les deux, que ce soit Shaw ou Moukoko, sont capables de jouer à deux pointes. Et c'est pas un mystère pour moi si c'est là qu'il est le mieux sur le terrain. Après, moi, quand je parle de point d'appui devant lui, c'est parce que là où il est plus efficace, c'est parce qu'il libère énormément d'espace. Et on l'a vu souvent aussi contre la Sociedad. Il se sert beaucoup des appels de Moukoko à avancer dans sa progression avec ballon. Et donc, si demain tu lui enlèves ce point d'appui là, le problème c'est que, comme tu dis, dans les petits espaces, c'est beaucoup plus compliqué. Après aussi, le problème, et tu dis aussi, c'est le style de jeu avec qui il est. Parce que quand on joue avec Buonani et Boga, ils attaquent jamais l'intérieur. Ils restent sur leur ligne, collés sur leur côté. Du coup, à chaque fois, tu as 20 mètres d'écart entre les trois attaquants pour essayer de se trouver. C'est impossible sur la largeur d'un terrain. Surtout contre une équipe de lance qui est structurée à 5 derrière, qui occupe énormément la largeur. Alors que quand tu joues contre une équipe comme la Sociedad, tu joues aussi à 5, mais que tu as trois attaquants qui évoluent à 5 mètres les uns des autres. D'ailleurs, c'était notre grosse force contre Saint-Etienne, même si en face c'était des plots, les combinaisons entre les lignes, franchement, c'était vachement intéressant parce que les joueurs étaient rapprochés. Et c'est là où ils sont les meilleurs en fait. C'est quand vraiment, comme tu dis, il a un point d'appui proche de lui et il est bien entouré en fait. Et qui C'est part de sans plus loin aussi, parce qu'il a cette capacité aussi à tenir tout le à fait ballon et à percer une ligne prendre de la défensive. vitesse. Ben, en fait, Mm. c'est assez saisissant, je trouve, parce que dès lors que Moukoko rentre, il a cette action où il fait cet exploit hier après-midi, limite. De la donnée surtout, Alors, encore. sur cette action-là, honnêtement, il peut aller au bout. C'est juste que sa dernière prise de balle, elle est un peu longue. Pour moi, là où il manque clairement de flair et de vista, c'est sur la Buonani. première action, voilà, en première mi-temps, où il doit la décaler en une touche. Il doit la décaler en une touche. S'il rate, c'est pas grave. Mais dans le sens du jeu, il doit la décaler. Buonani était bien mieux placé. Messieurs, pour rester sur la Real Sociedad, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport au match ou pas? Sinon, on bascule sur Lens. Juste un Moi, mot juste, sur un... ah, vas-y, Ouais, vas-y, 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 vas-y. Matt. Vas-y, Matt, vas-y. Juste un mot sur un joueur qu'on n'a pas vu contre Lens, Melvin Barr. Incroyable. Le niveau qu'il a atteint, je sais pas qui misait dessus. Je suis un fan du joueur, tu le Est-ce sais, qu'on peut, mais est-ce qu'on peut parler de l'action où il récupère. Pour moi, elle a pas assez fait parler, elle a été incroyable. Il récupère un ballon, en une touche, il arrive à faire un sombrero. Vous l'avez ou pas? Je l'ai. ah, c'est fou. Ah, c'est. Vas-y, je te laisse poursuivre, mais je l'ai en tête, c'est incroyable ce qui. Incroyable. Mais non, mais enfin, moi je trouve que ça y est, le jeu a ralenti pour Melvin Barr. On parle souvent de ça dans le basket, on dit le jeu va trop vite. On a l'impression que Melvin Barr, le jeu allait trop vite pour lui. Ça y est, il commence à avoir un demi-temps d'avance sur tous les joueurs autour de lui. Il a le temps d'analyser. C'est plaisant. C'est un joueur qui s'épanouit dans son football et moi je suis très très heureux. Et je pense que euh, regardez le 11 type de la saison à la fin de l'année. Si ça continue comme ça, attention Melvin Barr. Je Flo. m'enfle Ouais, la main, et, mais et là, juste un truc où je suis d'accord.
Et c'est juste rapide et après on passera à autre chose. Et là, actuellement, je vois beaucoup de personnes qui disent que c'est plaisant, contrairement à Farioli. Oui, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui on voit un Belvin Barr à ce niveau, si on voit un Pablo Rosario qui a retrouvé le sens de la marche, si on voit un Evan Guessant qui est maintenant capable de jouer dans un 11 titulaire et bien dépanné avec tous ces blessés-là, et aussi grâce à Francesco Farioli. Donc, arrêtons de comparer le style de Farioli et le style de S. Oui, c'est beaucoup plus plaisant avec S, mais moi qui suis un fan de Farioli, plus de plaisir avec S, c'est normal, c'est un jeu qui est beaucoup plus attractif. Mais aujourd'hui, si on a vécu le match contre la Sociedad, c'est aussi grâce à Francesco Farioli. Il y a des joueurs qui aujourd'hui sont très bons et efficients pour Franck Hez, c'est aussi grâce à Francesco Farioli. Là, sa patte, il y a des choses qu'il a récupérées. Et voilà, ça, il faut pas l'oublier. Et juste pour finir, après, je coupe. Par rapport à la Sociedad, au début du tirage au sort, le point, je le prenais. C'est un chapeau 1, il fallait absolument pas perdre. On va avoir maintenant réception de Glasgow, Twente Bodo. Ah, ça, faut faire du 9 sur 9. On est largement dans les temps de passage pour se qualifier au top 8. Avec une défaite à la Lazio, ce sera pas mort. Juste que voilà, maintenant, on va avoir, après ces deux adversaires-là, on aura des adversaires plus à notre portée, où il faudra prendre les points là où il faut. Voilà. On aurait pu le gagner, mais ça aurait été du bonus sur notre temps de passage. Je pense que là, on est là où il faut, au moment où il faut. Il y a quelques années, en Coupe d'Europe, on aurait pris ce but-là et on se serait éteint. Là, on a poussé, on est revenu, on aurait dû l'emporter. Voilà, ça faut rester là-dessus. J'anticipe les personnes qui écoutent cette émission. On va revenir, enfin, je vais revenir rapidement après. On passe sur Lens, sur le but encaissé contre la Real Sociedad, parce qu'on a vu pas mal de choses passer. Donc moi j'ai vu le match en replay après avoir lu tout un tas de commentaires dessus. On a pointé l'erreur technique de Rosario à ce moment-là qui perd le ballon. Pour moi, il y a deux erreurs et elles ne sont pas de son ressort. Ce sont celles de Buonanni. La première, la passe, il envoie un parpaing déjà. La puissance, elle est beaucoup trop forte. Et la deuxième, c'est que Buonanni à ce moment-là, il a la tête dans le guidon et il regarde le partenaire qui est le plus proche de lui à ce moment-là, mais qui était seul dans cette zone-là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'action, lorsqu'on fait un plan figé, tu as toute une ligne de joueurs qui sont quasiment sur la même ligne. Le jeu n'était pas là. Voilà. Pour moi, Buonanni fait une erreur à ce moment-là, c'est qu'il ne sent pas le jeu et il n'anticipe pas la difficulté dans laquelle va être Rosario après réception du ballon. Et ça, on peut pas incriminer Rosario là-dessus, parce que même s'il avait bien contrôlé la balle, rien ne dit que derrière il se fait presser et puis qu'il y a but. Faut Donc pas voilà. bien la contrôler. Et c'est un parpaing qui arrive au niveau du tibia. À un moment donné, le mec, il a pas une spatule à la place du pied, Oui, hein, mais c'est c'est... plus facile de taper sur Rosario, sur ce genre d'action, que sur un Ndombele, tu vois, par exemple. Parce qu'on sait que la qualité Oui, technique n'est pas la même. ouais, mais je sais même pas si celle-là, Ndombele la contrôle. Je te jure, je pense qu'en fait, Bonani, il voit pas que derrière Rosario, il y a un mec. Je pense, puisque l'autre, c'est une armoire. Donc, il a face à lui. Il se dit pas, derrière Rosario, il se cache un petit espagnol de 1,60 m, tu vois. Il envoie un gros parpaing et il se dit, ben voilà, même si le contrôle, il est un peu long, et elle est injouable. Et Bulka n'est pas excellent tout reproche dans le sens où il a le droit de faire son petit pas vers la gauche pour pouvoir gagner 50, 40, 50 cm sur son extension, quoi. C'est pas interdit. On y reviendra sur Marcin Bulka qui a été beaucoup plus rassurant et surtout extrêmement décisif hier après-midi. Mais je te rejoins, Flo. Alors on va dire, ouais, machin, tu fais un focus sur Bulka. La frappe, elle n'est pas inatteignable. Voilà. La frappe n'est pas inatteignable, elle est puissante, mais elle est, quand on regarde le but, centre droit. Voilà. Bon, je pense qu'à ce moment-là, il est surtout masqué par Dante qui est sur la trajectoire du Non, ballon. mais c'est pas une boulette, hein, mais voilà, jusqu'à hier, depuis le début de la saison, Bulka, c'est pas d'erreur, mais c'est pas décisif, c'est yaourt nature. Faut dire ce qui est. Et voilà, on en reparlera, mais hier, il a été très bon, mais sinon, depuis le début de la saison, c'était yaourt nature. Dès qu'il y avait un ballon bien frappé, ben, c'était but. Il n'y avait pas de côté décisif. Parce que Lotomba a marqué que tu nous ressors le Yacht Nature, Flo. Le but de renard, le but de renard de Jordan Lotomba. Euh, Parenthèse refermée sur le match de la Real Sociedad, on va passer à Lens. Match nul là aussi, 0 partout, aucun but dans cette rencontre, mais un match assez plaisant qu'on pourrait
jugé comme étant voilà, une mi-temps partout. C'est vrai qu'on a serré les fesses pendant toute la première mi-temps. On est passé tout proche de la correctionnelle. Boulka a été décisif. Il a fait des arrêts de grande classe. Rien à dire là-dessus. On a vu une défense qui était aux abois, totalement. Expérimentale aussi, hein, on va le dire. Hein. Youssouf, axe droit, Bombito dans l'axe et Abdelmenem à gauche. Il y a eu également les pistons, New Look, piston droit Mendy, piston gauche Ali Abdi. Voilà, il y avait du turnover qui était contraint par rapport aux nombreuses blessures, contrainte aussi par rapport au calendrier très important. Et puis, messieurs, le coaching a été fait à la mi-temps, et là on a vu un OGC Nice beaucoup plus serein, beaucoup plus précurseur aussi dans le jeu. Et finalement, en deuxième mi-temps, t'as des situations qui peuvent te permettre d'y croire. J'ai aussi en tête cette situation en première mi-temps de Buonanni, hein, le poteau sur l'arrêt de Brice Samba. Matt, peut-être pour démarrer, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là déjà? Et est-ce que au final, sur cette semaine-là, nul contre la Real Sociedad à domicile, nul à Lens, vu le contexte, vu les blessures, est-ce que finalement, la semaine n'est pas positive du côté de l'OGC Nice? Ouais, ouais, au vu du contexte, moi je me satisfais de cette semaine. Ce match contre Lens, c'est un point qui a pas du tout la même saveur que celui de la Real Sociedad. Et commençons par le commencement, la compo. Euh, on se paluche beaucoup sur Francaise, on admire beaucoup le travail qu'il fait à Nice. Antoine Mendy, piston droit, plus jamais, hein. Ça, c'est la dernière fois. Pancho, je t'entends dire que mais Antoine Mendy peut être piston, Antoine Mendy ne peut pas être piston. En tout cas, pas contre une équipe de haut de tableau. C'est pas un piston. À la limite, un latéral dans une défense à 4. Moi, quand j'ai lu la compo, j'ai pas compris. Euh, et je me suis dit, non, quand même, il va pas le mettre piston. Mais Tom Louchet, même s'il s'est fait bouffer contre la Sociedad, il est sorti tôt. Mais Tom Louchet, au moins, c'est un spécialiste du poste. Ça t'oblige à faire rentrer Joe Kloss à la mi-temps. Dans tous les cas, tu aurais pu le faire rentrer, même si tu avais été Louchet, mais au moins, tu aurais un joueur de ballon sur le côté. C'est pas rendre service à Antoine Mendy que de le mettre sur ce côté-là. Euh, je le préfère largement dans la charnière à droite, où j'ai trouvé qu'il avait fait des prestations pas si mauvaises que ça. Là, vraiment, c'est envoyé au casse-pipe, et j'ai un peu peur d'une perte de confiance chez Antoine. Effectivement, manque de rythme, manque de confiance, Flo, manque de repères aussi, hein, on va pas se le cacher. Hein. L'axe gauche, Abdelmenem Abdi, c'était expérimental. L'axe droit, Youssouf, Antoine Mendy, c'était expérimental. Est-ce que pour toi, vraiment, Antoine Mendy, c'est plus un défenseur central qu'un piston? On l'a vu sous Digard jouer pas mal piston droit, notamment à Bollaert. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, il a rien d'un piston en fait. Il n'a pas le volume de jeu d'un piston, il n'a pas l'aisance technique d'un piston, il a pas le physique d'un piston. Il n'a rien d'un piston. Je suis désolé de le dire, mais à la limite, si un jour tu veux le faire entrer dans les 10 dernières minutes bétonnées pour tenir un résultat, bon ben là je te dis, ben, tu mets Antoine Mendy, mais du coup c'est plus une fonction de piston, c'est une fonction de latéral. Mais Antoine Mendy n'a rien d'un piston. Voilà. Après, pour venir à cette première mi-temps, il a manqué tout, et même de talent. Enfin, donc Antoine Mendy, bon, en piston, mais c'est pas le meilleur pour tous s'exprimer, mais début de la saison, Antoine Mendy, même dans une défense à 3, et c'est compliqué. Antoine Mendy, je trouve voilà, il a fait deux trois bons matchs l'année dernière sous Farioli, qui était, je pense, après c'est mon avis, mais au-dessus de son niveau, de son vrai niveau. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer, qui ne joue pas assez sur ces dernières saisons, qui a besoin d'être prêté, parce qu'à Nice, il n'a pas assez de temps de jeu. En tout cas, il en a trop peu. Et que ben, sa progression est qu'actuellement, ben, ce n'est pas meilleur qu'un joueur de bas de tableau de Ligue 1. Et c'est pas une insulte de dire ça. C'est être déjà un joueur de bas de tableau de Ligue 1, c'est déjà énorme à l'échelle du football. C'est juste que quand tu es l'OGC Nice et que tu as l'ambition de jouer un peu plus haut, ben, malheureusement, Antoine Mendy, à part dans une défense à 3 où ça peut faire le taf s'il est bien entouré, aujourd'hui, c'est compliqué. À des moments, ben, pareil, il a peut-être pas encore le rythme, mais actuellement, je ne parle pas du niveau intrinsèque des joueurs, hein. Je parle dans le contexte actuel. À des moments, dans tout ce que j'ai vu contre Marseille et Lens, pour l'instant, c'est un joueur national. Je suis désolé de le dire,
d'un joueur national. Ça va trop vite. On dirait un U16 qu'on lance en pro. Alors, je sais pas si c'est parce que il a eu 60 matchs dans la saison. Je sais pas si c'est parce que il faut qu'il s'adapte à un championnat. J'espère juste que la raison, c'est pas parce que le championnat égyptien est tellement faible que c'est des années-lumière. J'espère juste que ce n'est pas ça. J'avais eu au début, mais a priori pour Bombito, qui a évolué de manière exceptionnelle. Genre 4 matchs, le mec, c'est un patron. Voilà, enfin, bon, ok. Voilà. Ali Abdi hier en première mi-temps. Je suis désolé, ben, comme tu consignes un mec de 31 ans qui vient du Paris FC, ouais, c'est exactement ça, 31 ans. C'est un joueur de Ligue 2. Par contre, en deuxième mi-temps, dans un contexte différent, avec un taulier derrière lui, où il a pu jouer un cran plus haut, je me suis dit, ok, c'est une vraie doublure, c'est une bonne pioche. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Boudaoui qui revient et que tu mets direct titulaire alors qu'il n'a pas rejoué une minute. Hicham Boudaoui, j'adore, mais sur la première mi-temps, c'est très très compliqué. En fait, je reproche à Francaise là, c'est la gestion du groupe. Parce qu'il a des blessés. Il y a des choses que je comprends pas. Par exemple, comme il dit Matt, donc là on a perdu Ndombele. Ndombele, c'est un joueur fragile. Pourquoi il fait 90 minutes contre Saint-Etienne? Pourquoi en fait? Pourquoi tu le laisses sur le terrain 6-0? Et à quoi ça te sert? Là, le match d'avant, tu fais jouer 90 minutes à Evan Guessant. Tu te dis, bon ben, il sort Moukoko à la 70e. Dans la logique, s'il laisse Guessant, Guessant il va souffler contre Lens. Non, c'est Guessant refait encore 90 minutes contre Lens et Moukoko rentre dans les 20 dernières minutes. Buonanni, tu le sors autour de la 80e contre la Sociedad. Et on fait 80 minutes. Alors que je pense que tu aurais pu donner un peu plus à Sofiane Diop. Dans la gestion de l'effectif, je trouve que par moment, c'est un peu léger. Et après, pour moi, le gros problème qu'on va avoir cette saison, on l'a ressenti hier, c'est ce que je disais depuis le début de la saison, ce que je me tue à dire, c'est que derrière, ok, tu as du nombre. Mais la quantité, ok, c'est cool. Mais en termes de qualité, dès que tu sors les trois de derrière, il y a un trou. T'en sors un seul des trois, il y a un trou. Pourquoi? Parce que la défense à 3, il faut qu'elle soit parfaitement articulée. Et que si on a un, deux qui n'est pas au rendez-vous, ben, tu crées des décalages toi seul dans ta défense. Donc la solution, ça aurait été soit de prendre à la limite un défenseur en moins et prendre un milieu en plus pour enrichir ton milieu de terrain. Et tu te dis, bon ben ok, Rosario couteau suisse, il est capable de prendre la place de défense à 3. Ouais, c'est peut-être pas sa qualité première, hein, mais il est meilleur que Mendy et qu'Abdelmomen actuellement. Ça n'y a rien à dire. Il était opérationnel de suite. Je prends un milieu en plus parce que tu vois qu'au milieu t'es léger en termes de quantité et de qualité, parce que t'as plus Sanson, Boudaoui et Ndombele, en plus des joueurs tous les trois fragiles à part Sanson, c'est compliqué. Soit tu décidé de prendre un mec qui de suite allait dans le coup derrière. Et là, ben, c'est un monde que tu vas te traîner toute la saison. Hmm. Toute la saison. Que ce soit au milieu ou derrière. À chaque fois, tu vas déplacer un problème pour en avoir un autre dans l'autre secteur. Et ça, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Et ça, c'est un domaine qui me fait peur. Matt, est-ce que finalement, sur cette semaine-là, lorsqu'on met tout bout à bout, on n'a pas eu aussi voilà, les limites des remplaçants voilà, Tom Louchet, Antoine Mendy, Abdelmenem. Alors, on a parlé du manque de rythme, du manque d'automatisme, mais on sait aussi qu'une saison, une grande saison, elle se joue là-dessus. Elle se joue sur l'efficacité de la performance de ces joueurs-là. Et lorsque tu fais le bilan, eh bien, voilà, il y a des performances qui sortent un peu du lot, mais globalement, en fait, les seconds couteaux, pas franchement au rendez-vous. Hormis peut-être la deuxième mi-temps de Abdi, si on considère que Rosario était un titulaire à part entière dans le milieu de terrain actuellement, finalement, peu de satisfaction. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense que vraiment les seconds couteaux, les remplaçants, les entrants, appelez ça comme vous voulez, ont pas été mis dans les conditions idéales. Flo a parlé de Sofiane Diop. D'accord. Flo a parlé de Sofiane Diop. Moi, j'en ai marre de voir Sofiane Diop côté droit. Ça n'a aucun sens. C'est pas un mec du demi-espace droit. Il a rien à faire là-bas. C'est le vide intersidéral de mettre Sofiane Diop à cet endroit-là, surtout quand t'as Moukoko et Guessant sur le terrain. Tu le mets côté gauche, tu mets les deux à sa droite. Il rentre sur son pied intérieur, il peut se servir des deux pour fixer le jeu. Là, le mec, il peut même pas servir des ballons, des passes cachées pied gauche à, à Joe Kloss qui dédoublerait dans son dos. Je ne comprends pas le coaching de Francaise sur les entrants. Donc Sofiane Diop pas à sa place, Antoine Mendy envoyé au casse-pipe en piston. Tom Louchet, bah, il est bien gentil de nous dépanner, mais je pense que un double pivot, c'est pas son football, c'est plus un 8 dans un milieu à 3. Si, quand, quand on doit le faire jouer 8. Donc je vous trouve dur. Et sur le cap Abdelmonem, je pense que je reproche pas au club d'avoir pris Abdelmonem, parce que je pense que l'idée derrière, c'est de se dire on a un an pour le préparer à la relève de Dante. C'est un central gauche dans une défense à 3. On a pris, et en fait on regarde les profils. On a pris Bombito pour remplacer Todibo, on parlera de Bombito.
Et on a pris Abdelmonem pour préparer l'après-Dante. Et voilà, le gars est là depuis 1 mois et demi. On sent que c'est pas prêt. On sent qu'il manque encore, qu'il manque de jus, il manque de rythme. On a Il manque de toute une tout. saison pour qu'il Il, soit man- prêt. il manque tout. Je tire pas de conclusion maintenant, attention. Non, Moi, ce que je je parle. te rejoins. Je te dis juste Voilà. qu'on a un an. Je On parle a pas un du an pour trouver potentiel le bon trio. joueur. Non, mais en un an, oui, non, Matt, je suis pas d'accord. Parce que quand tu as un calendrier autant chargé, mais ça, c'est pas la faute du joueur, encore une fois. Et encore une fois, s'il faut, c'est le contexte qui fait que. Je dis pas que c'est son niveau, je dis pas que c'est son réel niveau et que le mec c'est une chèvre. Je ne dis pas ça. Je dis qu'à l'instant T, quand tu joues une saison où tu as 8 matchs de poule de Coupe d'Europe, tu sais que tu vas avoir une première saison à presque 30 matchs, une première moitié de saison presque à 25 matchs. Désolé, le quatrième central dans la hiérarchie doit être prêt à l'instant T, parce que tu sais qu'il va jouer tous les 3 jours. T'as Je pas suis un an d'accord. la match, je suis désolé. Flo, je suis d'accord. Sauf que quand tu l'alignes avec un. Enfin, en théorie, quand tu l'alignes, ce mec, quand tu le fais rentrer, je pense que dans la tête du coach, t'es pas sur la première titularisation du remplaçant piston. T'es pas avec devant lui un Boudaoui sur une jambe, un Ça, je Boga suis d'accord. Le contexte, je suis d'accord. à bout de souffle hors de rythme. Je veux dire, là, toute l'équipe tire sur la corde et forcément, quand il y en a un qui est en dessous, ça se voit, ça, c'est Je suis criant. C'est pour d'accord. ça qu'il a fallu faire rentrer des cadres. Parce que voilà, on a solidifié voilà, 2 points faibles de l'équipe. D'un coup, le niveau de l'équipe, il est monté de 3 étages, on les a mis dans notre poche. Lance. Moi, je suis désolé, la deuxième mi-temps, on m'a dit, ouais, on a pris la foudre et tout. J'ai pas vu tout, j'ai pas pu suivre parfaitement le début du match. La deuxième mi-temps, Lens m'a pas fait peur. Alors ouais, Rosario se déchire un petit peu un moment, ils ont une action juste devant Boulka, grande des Boulka. Ils ont eu quoi? Deux occasions. Allez, on a quelques absences sur des corners, mais dans le jeu, on a repris totalement le contrôle du match. Donc je pense que c'est un contexte global autour de l'équipe qui est fatigué. On vit un moment difficile. Là, la quinzaine, elle est rude. Vivement qu'il y ait la trêve. Les joueurs qui reviennent parce qu'on va aussi avoir besoin, on n'en parle pas, mais voilà, un Morgan Sanson qui n'a pas encore joué une minute. Il ferait du bien à cet effectif, il ferait souffler des gens. Donc moi, j'attends surtout les retours en forme de certains joueurs. L'équipe est en train de monter en puissance. Je pense que nos échéances importantes ne sont pas en début de saison, sont un peu plus loin. Le trio de tête, de toute façon, au classement, je pense pas qu'on ait les capacités d'aller les chercher à un Paris, Monaco, Marseille. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression que le podium est dessiné. On est amené voilà, à jouer cette place de 4 avec Lens, avec les équipes à calibre européen. C'est Et très bien, on est hein. dans les temps de passage. On est dans les temps de passage juste. Et moi, honnêtement, ça me fait mal au cœur de voir l'OGC Nice aussi diminuer, mais je suis quand même fier de la prestation qu'ils donnent. Voilà, les gars, ils ont fait de leur mieux, ils tirent le maximum de leur capacité à l'instant T. Et on en tire plein de positifs. Mais, monsieur Francaise, s'il vous plaît, mettez les entrants dans les meilleures conditions. Ça leur fera du bien. On a beaucoup de matchs où il a pas fait tous les remplacements pour pas mettre les mecs en galère. Je crois que, je sais pas, il nous restait encore des remplacements sur ce match, mais régulièrement, il fait pas les 5 changements. Faites rentrer les joueurs, mais dans les bonnes conditions. Alors, pour Abdelmenem, quand même, deux titularisations, une au Vélodrome, une à Bollaert. Donc, vous parlez de contexte. Je pense que pour découvrir un championnat, des coéquipiers, un système de jeu, lorsque tu démarres dans ces matchs-là, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, effectivement. Et puis pour Sofiane Diop, alors je te l'ai dit sur WhatsApp, Matt, mais je vais le dire en émission. Moi, je suis pas forcément de cet avis-là. Pour la simple et bonne raison que on est tous d'accord pour dire que dans son idée de jeu et dans ses habitudes, c'est quelqu'un qui va plutôt être dans ce demi-espace, on va dire axe gauche, hein, la position de Boga au démarrage. On est d'accord. Par contre, et ça je maintiens, Flo Maurice en conférence de presse, je crois que c'était sur la conférence de presse de Moukoko, parle de l'importance de la polyvalence. Lorsque je vois un Tom Louchet qui peut dépanner autant piston droit qu'au milieu de terrain, alors on peut émettre des doutes sur son niveau au milieu de terrain, eh bien je me dis que on peut faire ça. Lorsque Rosario démarre la saison en défense centrale et que bascule au milieu de terrain, sans doute qu'il y a une option 1, mais il doit y avoir une option 2. Sofiane Diop, aujourd'hui, l'objectif, c'est de lui redonner le rythme. Voilà. Et c'est de créer des automatismes. Lorsque je vois Diop qui essaie de connecter avec Klos, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque absolument pas. Parce qu'il a un piston droit qui connaît les consignes de base de Hez, qui est ultra offensif, et qui je pense que la connexion technique entre les deux joueurs peut fonctionner. Donc là-dessus, j'ai du mal à... C'est surprenant, Il est rentré aussi à droite sous Farioli, hein. Souvenez-vous, lorsque Boga était titulaire.
C'était sur des moments vraiment très ponctuels, mais voilà, je pense que c'est un travail aussi collectif que de permettre aux joueurs d'être capables de jouer sur différentes positions. Et dans ce sens-là, ça me choque pas. Alors Et là où je j'entends. rejoins Matt, Ouais, vas-y, Flo. là où je rejoins Matt, c'est que moi j'entends la polyvalence, de savoir jouer deux postes. Le problème, c'est que un joueur qui n'a pas joué depuis énormément de temps et qui en fait a besoin de reprendre confiance. Et en fait, moi, c'est laisse-le déjà reprendre confiance là où il sait jouer. Surtout que quand tu le fais rentrer à la place de Buonanni, c'est pas interdit de mettre Guessant à droite. C'est pas interdit. Et en aucun cas, tu. Et les deux postes qu'il jouait Sofiane Diop, il a deux postes. Il a ailier gauche, demi-espace gauche et numéro 10. C'est ancien des attaquants. C'est postes à lui. Ne créons pas des postes à des joueurs qui sont déjà en perte de repère parce que ça fait un an qu'ils n'ont pas joué. C'est juste ça en fait. Et ça connote aussi avec la titularisation hier de Mendy piston droit. Garçon, sur le début de saison, déjà dans la défense à 3 il est en difficulté. À Auxerre, il a vécu un moment pas très sympa. La prépa aussi, elle a été compliquée. Remets là en piston droit alors que ça fait 3-4 matchs qu'il n'a plus vu le terrain, mais dans des conditions qui sont pas bonnes. Et comme il dit Matt, ben là, peut-être que là, on dit que Mendy, Abdelmomen, il sortent à la mi-temps, c'est bien, on a fait rentrer les mecs qu'il fallait à la place, pour stabiliser le bloc, tout ça. Mais là, je ne sais pas dans quel état psychologique maintenant sont Mendy et Abdelmomen. C'est ça la question. Est-ce que, parce que sortir à la mi-temps, ça fait mal, hein. Donc je ne sais pas si, comme dit Matt, le Mendy, je ne sais pas comment, au niveau de la confiance, à quel moment il en est. Abdelmomen, c'est un minimum lucide. On voit très bien que son premier match au Vélodrome, et là, le match contre Lens, ben, il a des années-lumière de la Ligue 1 actuellement. Donc, les gars, ils les ressentent tout ça. Ils sont pas dupes. Ils savent que sinon, ils sortent à la mi-temps, parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas capables de faire le strict minimum, ce poste-là. Donc, dans la tête, ça joue aussi. Il y a aussi un autre fait de jeu, messieurs, qui a fait beaucoup parler, c'est cette situation en deuxième mi-temps sur Hichem Boudaoui. Et cette action qui aurait dû sans doute amener un penalty. Donc Boudaoui joue très bien le coup, hein. Petit crochet inspiré pour passer son défenseur. Et là, petite, voilà, je vais pas dire balayette, mais il se fait crocheter tout simplement. Il tombe. De là, première décision de ne pas siffler de la part de François Le Texier. Appel de la VAR et puis consultation des images, pas de penalty sifflé. Bon, vous savez que dans cette émission, j'aime pas être dans ce postulat de complot anti-OGC Nice, etc. Ça n'avance rien au débat parce que quelque part, ces erreurs, elles existent aussi pour les autres équipes. À chaud, c'est penalty. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Comment expliquez-vous que cette décision n'ait pas été prise finalement? Est-ce qu'on peut considérer que le contact était trop léger sur Boudaoui et que finalement, quelque part, oui, il y a contact, mais pas suffisamment pour siffler penalty? Matt, peut-être pour démarrer. Je suis pas du tout d'accord avec cet argument de la légèreté du contact, parce que je pense pas que le contact soit si léger que ça en plus. Et si t'as déjà fait du foot dans ta vie, tu sais que prendre un coup sur ta jambe d'appui, ça t'empêche totalement de relever le pied. Et c'est très dur à obtenir comme faute, parce qu'en fait, c'est ton pied d'appui, donc t'es très solide dessus, ça va pas te déséquilibrer. Par contre, tu peux pas relever ta jambe. T'as besoin de garder le pied au sol pour justement pas tomber. C'est très dur à obtenir comme faute. Et je pense que ce qui est sanctionné de la part de Le Texier, c'est la manière de tomber de Boudaoui, qui est un peu trop dramatique et qui est pas très représentatif de la faute qu'il subit. Je pense qu'il se plie en deux, il se tient la cheville en mode ah, il m'a cassé la malléole. Il y a peut-être un peu plus de chances de l'obtenir ce penalty. Donc là, pour moi, c'est totalement penalty. Et après, j'ai vu certains dire oui, il perd le contrôle du ballon et tout sur son dribble. Je pense pas du tout. Je pense que s'il n'y a pas de contact et qu'il est totalement en rythme, le dribble que fait Boudaoui pour se retourner, il peut totalement enchaîner son action. Encore une fois, ça aurait été une très bonne occasion pour l'arbitre de venir expliquer sa décision au micro de DAZN. Enfin, c'était Prime Video l'année dernière. Quand il y a un fait de jeu comme ça et puis que t'as pas de but à discuter, c'est le seul fait de jeu du match quasiment. Explique-le. Viens donner ta version de pourquoi il n'y a pas penalty. Au moins on discuterait sur des vrais arguments, sur vraiment ce qu'a arbitré Le Texier et pas sur des hypothèses qu'on peut faire nous depuis l'écran.
Flo, l'OGC Nice prend acte, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que tu rejoins Matt là-dessus? Ouais, moi, il y a deux choses. Déjà, parlons de la faute elle-même. Moi, il y a penalty dans le sens où, en fait, et encore une fois, pour ceux qui ont joué au foot, hein, c'est logique, l'intervention de Diouf vient de derrière. C'est-à-dire que dans la position de Boudaoui, il n'a aucune chance de récupérer le ballon. En fait, quand tu interviens par derrière au foot, tu as 9 chances sur 10 de faire faute parce que tu es obligé, avec ton pied, de venir devant récupérer le ballon. Tu n'as pas le droit de faire une intervention derrière. C'est sanctionnable. Là, il vient par derrière, il est en retard. Oh oui, le contact est léger. Boudaoui, on rajoute. Mais il y a contact. Et du moment qu'il y a contact et que Diouf ne se met pas dans des bonnes conditions pour intervenir, c'est-à-dire que franchement, si le même contact est de face, je ne crie pas au scandale. Je ne crie pas au scandale. Là, le mec est derrière. Il intervient de derrière. Il ne peut pas intervenir autrement qu'en touchant Boudaoui. C'est tout. Il rate le ballon. Il est à 3 mètres du ballon au moment où il met le pied. Penalty. Et la deuxième chose, et moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Envar, l'on paye chaque année très cher en tant que club. Putain, elle n'est pas capable de nous montrer ce putain de bon ralenti qui permet aussi à Le Texier de trancher directement. J'ai 3 ralentis à la télé, moi, en ayant payé mon abonnement d'Azen. Je ne sais pas si la LFP a payé son propre abonnement, mais il n'y en a que deux sur le ralenti de la VAR. Il y a celui où on voit le pied d'appui de Boudaoui qui est légèrement caché par un autre Lensois qui est devant, et celui de côté. Mais il y a un autre ralenti que l'on voit parfaitement, qui nous montre à la télé, qui ne nous montre pas à la VAR. Là, c'est le ralenti où il est zoomé sur le pied d'appui de Boudaoui, où tu vois clairement qu'il y a semelle en fait. Une semelle. Et celle-là, le Texi ne l'a pas. Et en fait, il aurait dû même siffler sans celle-là, mais celle-là, elle accentue encore plus le mouvement de Diouf. Moi, on n'a pas montré le bon ralenti que l'on a vu à la télé qui permettait à le Texi de prendre sa décision. Encore une fois, c'est pas une excuse, le Texi aurait pu siffler penalty. Il était bien Mais placé. déjà, rien qu'à voilà ce que j'allais dire. Rien qu'à vitesse réelle, déjà, il doit le siffler. Et après, il doit se faire à la limite déjuger par la VAR. Mais pareil, et ça, il faudra en revenir un jour, on pourra consacrer une émission dessus. Et notre problème, c'est le système du barème de points de l'arbitre. Hmm. C'est-à-dire que le textier là, il ne siffle pas penalty. Il se déjuge avec la VAR, il perd des points sur sa prestation du match. Alors que là, avec le fait qu'il soit resté dans la même décision de départ, il ne perd pas de points sur sa note du match. C'est-à-dire qu'il va prendre tant de points, ça va faire un classement, et à la fin de la saison, et s'il ne se diffuse pas trop souvent, il va rester arbitre en Ligue 1. La règle fondamentale de ce barème-là est complètement vide. Le mec, en fait, c'est-à-dire que si le gars se déjuge avec la VAR, il perd des points sur son barème du match. Donc, s'il fait une connerie et qu'il reste sur sa décision, il prend plus de points que s'il la rectifie. Complètement débile. Donc, en fait, on entête les arbitres à rester sur leur décision et à dire, voilà, en fait, c'est vraiment que s'il y a. Et la VAR le dit bien, il faut utiliser la VAR s'il y a une erreur manifeste. Donc, on n'utilise pas la VAR dans le sens du jeu et dans le sens de la justice. On l'utilise juste pour déjuger un arbitre et l'incriminer. Voilà comment est perçue la VAR aujourd'hui dans le football français. Et il est là le problème. Tant qu'on ne réglera pas ce souci de barème et qu'on n'aura pas déjà des arbitres compétents, des VAR qui fonctionnent et qui montrent les bons ralentis, à un moment donné, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. C'est tout. Et ça, je te jure, Pancho, on pourrait faire une émission complète Ah oui, là-dessus. non, mais Et d'ailleurs, c'est c'est pas la intéressant, première tu pourrais fois. inviter des arbitres et tout. Et franchement, voilà, malheureusement, c'est ni plus ni moins que ça. Messieurs, avant de passer au dernier dossier, Marcin Bulka, bon, on a déjà parlé un peu au cours de cette émission de certaines performances. Matt, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport globalement au match de Lens ou par rapport à cette semaine-là, un sujet qui n'a pas été évoqué, que tu souhaites mettre sur la table? Bah, je vais juste finir sur l'arbitrage, sur le carton rouge. J'en ai vu certains crier à la compensation. Il y a semelle au milieu du tibia. Alors, elle est pas dangereuse la semelle et il arrive pas comme un barbare la jambe en avant. Mais la règle est simple, hein. Pied haut, carton jaune. Deuxième jaune, carton rouge. Pour moi, il n'y a pas de compensation sur ce carton, juste le lançoir avec le pied trop haut. J'en ai vu, j'ai passé trop de temps sur Twitter, les gens ont fait que se plaindre. Pour moi, pour le coup, le rouge est réel. Matt, tu peux garder la main sur un sujet, une performance, voilà, des performances sur cette semaine-là. On peut parler de Moïse Bombito, c'est peut-être le moment. Clairement, premier match en Ligue
Ligue 1, est-ce que c'était ce déplacement à Angers? Est-ce que je dis des Non, bêtises? il joue un match à domicile Contre Toulouse. Contre contre Toulouse. Toulouse, ou pas franchement rassurant. Angers, carton rouge, penalty. Et puis voilà, n'a pas joué contre Marseille. Et là, c'est vrai que sur l'enchaînement des 3 derniers matchs, cette semaine, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le joueur monte en puissance. C'est un véritable patron voilà, qui est en train de naître. Une intensité physique qui rappelle bien sûr son prédécesseur en défense qui était JC Todibo. Matt Bombito, on ne l'attendait pas. Il y a eu des doutes par rapport au parcours, par rapport au peu de matchs joués et au fait que voilà, ils viennent d'un championnat mineur. Mais quel plaisir de voir la semaine qui nous a pondu. Et oui, la semaine de Moïse Bombito Dibo, c'était incroyable. Quel joueur. Il y a tout il y a tout ce qu'il fallait dans ce joueur. De la vitesse, un amour du duel parfois un peu trop exacerbé. Il aime y aller. Il y a deux trois fois, il a fait voler des Lensois. J'ai un peu ouvert grand les yeux parce on connaît la facilité des arbitres de Ligue 1 à dégainer. Donc il a peut-être pas joué tous les matchs pour cause de suspension, et c'est bien parti déjà. Mais quel plaisir ce joueur. Et même à la relance, moi je l'ai vu faire deux trois petites actions. Il n'hésite pas à porter la balle, chercher des lignes de passe. C'est du tout bon ce Moïse Bambito. Et en plus, tout le monde nous dit c'est un mec génial, c'est un mec super. Quand on parle avec lui, il est top. Quand il est face aux caméras de l'OGC Nice TV ou de France Bleu Azur, il a l'air d'être un chic type. Bah voilà, c'est tout. On est tous fans de Bombito. Puis voilà, on va le signer pour 5 ans et on a la charnière. On a notre centrale titulaire pour les 5 prochaines années, c'est tout. Flo, concernant Bombito. J'adore, parce que Matt, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Genre, dès qu'il y a de l'amour, il y a plus aucune rationalité. Non, c'est mitigé dans le sens pour Bombito, dans le sens où début très compliqué, là il monte en puissance, mais comme je vais pas me faire d'avis définitif sur Abdelmomen, je vais pas me faire un avis définitif sur Bombito. Ça va dans les deux sens. Là où j'aime beaucoup, c'est sa capacité tactiquement à s'être adapté très rapidement à Francaise. Euh, pour ça, je dis chapeau Youssouf, parce que je peux vous dire que Youssouf, on n'en parle pas beaucoup, et il compense énormément. Il compense énormément depuis le début dans cette charnière à 3. Chaque fois qu'on a mis quelqu'un, que ce soit Abdelmomen à côté de lui contre Marseille, que ce soit Bombito là dans les premiers matchs, je pense que Youssouf est le bienfait aujourd'hui de l'évolution de Bombito. Je sens beaucoup proche de lui à chaque match, il lui parle beaucoup. Il est beaucoup dans les placements. Et, euh, et je pense que ça aussi, l'année dernière, j'ai taillé Youssouf quand il fallait au niveau de son comportement, au niveau de son investissement, tout ça, au niveau du club. Mais là, cette année, il est pleinement dedans. Pour venir sur Bombito, physiquement, il a des capacités, je pense, intrinsèques qui sont folles, notamment sur sa vitesse. Je pense qu'on ne sera pas beaucoup pris dans la profondeur cette année. Surtout si en plus, quand lui n'est pas là, Liabi, il se met en mode TGV, il rattrape 30 mètres sur une action. Ah non, mais Mais Flo, il y a l'action, alors ouais, celle d'Abdi, mais Bambito, il en fait une aussi côté droit le long de la ligne. Il part au même ah, niveau mais, que oui, bien Lensois. sûr. Il finit 10 mètres Ah, devant. Moi, j'ai vu il n'est Todibo jamais. sur l'action. C'est fou. Incroyable. Non, non, mais bien sûr. Non, mais il est plus rapide que Todibo. Il est plus rapide. Il est moins puissant, mais il est beaucoup plus rapide. Il C'est-à-dire cavale. que quand il part, il part. Ah oui, il part. Il part. Mais je pense qu'il aurait pu jouer il aurait pu jouer au football américain. Il va à 10 000. C'est impressionnant. Je pense que Cédric, s'il nous voit aujourd'hui, il doit se régaler à le voir, quoi. Bref. Et le seul truc encore, et d'ailleurs, c'est Cédric qui l'a tweeté, je suis d'accord avec lui. Il y a des moments où je me dis, garçon, canalise-toi. Canalise-toi, parce que des fois, je le vois prendre une grande enjambée à 10 mètres du joueur. Je me dis à tout moment, il y a un crampon, il part au niveau du thorax. Tu vois. C'est ça, c'est un peu comme contre Angers, tu vois. Et ok, il y a cette folie, mais garde ta lucidité parce que en fait, vaut mieux prendre un but que de se retrouver à 10. Et voilà, c'est juste ça sur lequel il doit travailler. Mais après, il a 4 matchs de Ligue 1, il vient de MLS. Pour lui, vous imaginez, là, en même pas un mois, il a connu la Ligue 1 et l'Europe. Et rien que ça. Et il répond présent à Bollard et contre la Sociedad. Donc voilà, il continue de progresser. Très bien. Voilà, il aura sûrement un passage aussi peut-être compliqué dans la saison parce qu'il va avoir le contre-coup. Donc voilà, ne pas de suite le mettre sur. Voilà, dire que c'est bien, c'est important. Mais bon, ne pas s'enflammer. Et voilà, et quand il y aura de la difficulté, ne pas l'enterrer. Euh,
Voilà, c'est rester lucide, comme pour Abdelmomen dans les deux sens en fait, que ce soit d'un Ouais. côté ou de l'autre. Ah, Penser ce qui va pas, mais quand ça ira, dire que ça ira. Ouais, je suis d'accord avec toi, Flo. Alors pour Bombito, juste pour conclure, effectivement, le rapport au corps, je pense qu'il a des capacités physiques qui sont exceptionnelles, pas uniquement par rapport à sa vitesse, mais aussi par rapport à sa carcasse. Et c'est vrai que Angers, j'ai répondu, enfin donné mon avis au tweet de Cédric auquel tu fais référence. Je pense que ça lui a fait du bien. Tu vois, quelque part que ça arrive tôt dans l'esprit où, eh bien, en fait, ouais, va falloir que tu fasses attention. C'est pas parce que tu es prêt physiquement que pour autant, bah, tu sais gérer ton corps. Et deuxième chose dont on n'a pas parlé, mais qui fait de plus en plus et très bien, c'est percer balle au pied. Il commence à être beaucoup plus à l'aise à la relance. Et je trouve que vraiment dans son jeu, bah déjà dans ses courses, plutôt intéressant. Et même il a un jeu long qui peut des fois être performant. Donc à suivre. Pour l'instant, on profite. Et puis, Juste, ouais, Pancho, sur le plan oui, physique, il est en pleine saison, hein. Bombito, lui, il est pas en reprise. La MLS, lui, ça fait un moment qu'il a repris. Je pense que, comme disait Flo, janvier, février, va falloir dans quel état physique il est le Hmm. garçon, parce que ça commence à tirer ce vers qui les va le pattes. sauver, c'est peut-être la coupure du coup. Ce qui va le sauver, lui, contrairement à Abdelmomen, c'est peut-être la coupure de 15 jours, 3 semaines à Noël qui va lui faire du bien. Et autre chose aussi, et je rebondis sur ce qu'il disait Matt, c'est très important. On parlait du contexte. Par exemple, qu'Abdelmomen, il a évolué dans un contexte qui était compliqué, souvent entouré de joueurs qui n'étaient pas encore prêts à l'encadrer, notamment avec Ali Abdi contre Lens. Mais Bombito, à chaque fois que lui, par contre, il a évolué dans un super contexte, toujours encadré par. Hier, non, il y avait Abdelmomen à gauche, mais il a commencé ses deux, trois premiers matchs entouré de Youssouf, Dante. Et ben, j'ai envie de te dire que quand tu as deux forces tranquilles comme ça à côté, qui ont leur caractère, qui ont deux forces tranquilles, notamment balle au pied, le garçon il peut que progresser. Je trouve que on est beaucoup trop, on passe beaucoup trop à côté du début de saison de Youssouf. Je le trouve Ouais, vraiment très très bon. totalement Et on d'accord. parle beaucoup de... À son poste. Mais ouais, il est taille patron. Il est taille patron et puis quand il te garde, quand il te gagne des mètres, balle au pied comme ça, qui sort de la défense à 3 et qui arrive en de surface 5-6 fois dans le match, typiquement c'est un plus énorme. Trop d'absence au duel pour moi, Youssouf. Il te coûte quasiment le match à Marseille, sur un endormissement complet. Et surtout, on Oui, connaît trop, il nous a trop fait le coup. Il nous fait 4 bons matchs. Et après, Ivry, il nous fait n'importe quoi. Moi, je pense oui, mais que on peut le juger que sur la longueur, ce joueur. ouais, mais c'est pour ça que ouais, mais quand il fait les mauvais matchs, au bout de 4 matchs, on lui tape aussi dessus. Donc disons que c'est bien au bout de 4 matchs dans l'autre sens. C'est juste ça. Je dis pas que c'est la trouvaille de l'année, je dis pas que ça va être ça toute la saison. Il coûte le but, mais il y a un enchaînement pour moi d'erreurs où il n'est pas le principal fautif parce qu'il est en sandwich entre lui et Abdelmomen. Abdelmomen peut lui aussi lui parler dans le dos. T'as Bouka qui sort pas, il doit sortir tous les jours. Enchaînement, il y a lui aussi. Il y a peut-être même faute de Mopé parce qu'on ne sait pas si lui laisse ou pas, mais si lui laisse, c'est une faute. On n'a pas le droit de faire ça dans le football. Il y a plein de contextes qui fait que, bon, Jakarta, il doit intervenir. Il fait partie des fautifs, mais son début de saison est globalement bon. On peut, voilà, Oui. pour moi, il est globalement bon. Il stabilise cette défense. D'ailleurs, c'est le seul qui, pour l'instant, enchaîne toutes les titularisations et c'est le seul que Francaise ne fait pas souffler. Que c'est aussi un indicateur de la part de Francaise. Oui, je suis d'accord. Après, la régularité nous permettra également de juger la performance de tout le monde, hein. Ça, ce n'est pas valable que pour Youssouf, mais c'est vrai que par rapport au passif qu'il a au club, ses nombreuses blessures, l'épisode de l'année dernière avec Farioli, peut-être que la tolérance n'est pas la même aussi par rapport à Youssouf. Et je suis d'accord avec toi, Matt. Je te rejoins, Flo, sur le fait que son incorporation dans la défense à 3 fait beaucoup de bien, autant eh bien, pour solidifier cette défense que pour effectivement mettre dans les meilleures conditions Bombito. Hier, il récupère le brassard en l'absence de Dante sur la première mi-temps. C'est aussi un gage de confiance. Maintenant, j'oublie pas qu'à Marseille, il a ses petits moments d'absence. À Lens, hier Bien aussi. sûr. À Lens, il se fait enrhumer totalement sur un appui. Si Boulka ne la sort pas, il y a but. Mais bon, voilà. Messieurs, je vous propose qu'on clôture et qu'on passe au dernier sujet, celui de Marcin Boulka. Donc Boulka, Grande Boulka, hier après-midi. Ici, il a été dit que depuis le début de saison, il n'était pas à son niveau. Donc, comme on l'a dit lorsqu'il n'était pas au niveau, on le dit lorsqu'il a été au niveau. Hier, il a été formidable. Je pense qu'il récupère voilà, un point, c'est grâce à lui. On rappelle le contexte aussi. Le joueur est en fin de contrat en 2026. L'année dernière, en mars, enfin l'année dernière, la saison dernière, en mars, il y a eu donc une promesse d'une revalorisation à la hauteur des plus gros salaires du club qui se situe aux alentours des 250 000, 300 000 euros par mois pour un certain Gaëtan. Euh,
Et donc le joueur, vraisemblablement, aurait refusé cette proposition. France Bleu Azur parle d'une proposition à 240 000 euros par mois. William Humbersey parle d'une proposition aux alentours des 150 000 euros avec bonus évolutif. Quoi qu'il en soit, l'équipe a annoncé que le joueur ne souhaitait pas prolonger, mais en interview d'après-match, il s'est montré rassurant dans le sens où il dit que les négociations sont en cours. Est-ce que c'est de la communication? Quoi qu'il en soit, dans cette phase un peu, on va dire, floue, opaque, le joueur à qui il reste 2 ans de contrat, il y a peut-être une possibilité que ce soit sa dernière saison à l'OGC Nice ou qu'il prolonge. Messieurs, on en a beaucoup parlé. Marcin Bouka, l'année dernière, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. C'est un joueur qui est attaché D'Europe. Oui, on peut le dire aussi. C'est un joueur qui est attaché au club. Il y a cette connexion aussi avec les supporters qui est importante. Quel est votre ressenti finalement sur ce dossier-là? Moi, je vais vous le donner parce que au-delà de ce qu'on peut penser vis-à-vis du joueur qui refuse ou pas, on paye aussi une gestion catastrophique des dernières années de la politique sportive avec le changement de dirigeant et toutes ces choses-là. Ce qui se passe avec Boulka, alors je vais faire un parallèle qui va faire peut-être grincer les dents, mais lorsqu'on promet à Andy Delors, en fin de saison Galtier, qu'il aurait une revalorisation salariale, qui est requalifié et que le joueur se vexe et parte 6 mois après, eh bien Bouka, je me rends compte que alors, la personne qui a fait la promesse, que ce soit JPR ou que ce soit Ghisolfi, quelque part, le décisionnaire aujourd'hui sur les prolongations, c'est Flo Maurice. Et Flo Maurice, on lui refile le dossier. Tiens, mon grand, on lui a fait une promesse. Ok. Entre-temps, Todibo et Thuram partent. Il y a peut-être une requalification de la grille salariale. Et là, on lui dit, voilà, on lui a fait cette promesse-là. Donc, quel est votre ressenti? J'ai essayé d'exposer tout le contexte en orientant un peu mon avis, qui est que l'institution a été défaillante par moment. Maintenant, l'institution passe au-dessus des joueurs. Et quelque part, Marcin Bouka ou un autre, tant que tu es bon sur le terrain, eh bien, c'est bien pour toi, c'est bien pour ta carrière, mais il ne sera de toute manière que de passage. Alors, c'est très froid ce que je dis, mais c'est vrai. Peut-être, Matt, si tu veux démarrer là-dessus. Déjà, avant toute chose, son interview d'après-match est excellente. Il a rassuré, je pense qu'il a éteint le feu. Parce que on sait qu'il a un lien particulier avec les supporters. Et on se serait retrouvé dans une situation délicate. On sait la cote d'amour qu'il a. Le mec il rentre sur le terrain, tout le stade qui crie Boulka, Boulka, ça la fout mal pour la direction. Ça affaiblit l'institution. Donc là je trouve que sa sortie entre guillemets vient régler les choses en disant on va continuer à discuter, le temps, il y a du temps. Deuxième chose, on connaît et qui pour moi est importante, c'est la situation économique du club. On est de retour sur la version Eco Plus de l'OGC Nice, si tant est qu'il y ait une version un peu premium Ineos, mais Marcin Bouka est une valeur sûre, une valeur marchande sûre. Et là, on parle souvent de valse des gardiens. L'Inter, le Bayern vont avoir des gardiens à remplacer. Ils vont y penser très très fort cet été. Donc je pense qu'il va y avoir une grande valse des gardiens et il y a moyen voilà, que le club tire un billet sur Marcin Bouka. Ce serait pas étonnant. Donc oui, il est que de passage, mais en même temps, est-ce que l'OGC Nice peut se permettre de garder des joueurs de ce niveau-là pour une longue durée? Je sais pas. C'est une vision très très froide du club que j'ai. Après, sur le plan affectif, je pense que chacun se fera son avis, chacun met sa grille de valeur un peu là où il veut. Flo, si tu veux exposer, mais voilà. Moi, honnêtement, je jetterai la pierre ni au club, ni à l'homme. C'est des grands garçons qui discutent. Et comme a dit Marcin, la saison est longue, on peut voir de quoi est fait la saison. Il y a moyen que les résultats de la saison et la narrative de la saison puissent changer les choses, que ce soit dans notre vision de la relation avec Marcin et peut-être de la fin de relation, ou d'une potentielle suite chez lui. Voilà, s'il y a une Ligue des Champions, ou si on gagne quelque chose cette saison, on n'aura pas le même. Voilà, tu vois, on voit Marcin avec un trophée à l'OGC Nice, il peut partir, tout le monde s'en fout, tu vois. Genre, bon, merci Marcin. Si on fait une saison en demi-teinte qui nous chie dans les bottes toute la saison parce qu'il est pas concentré, voilà, la narrative de la saison fera un peu toute l'histoire, je pense. Flo, si tu veux y aller.
Déjà, je vais rappeler juste une chose, que quand tu critiques les dirigeants, tu ne chies pas sur ton club. C'est-à-dire que le club et les dirigeants, ce sont 2 choses complètement distinctes. Les dirigeants, ce sont des gens comme les joueurs, ils passent. Ton blason, ton emblème, ta ville, ton hymne, elle reste. Donc, à chaque fois qu'on critique un dirigeant, arrêtez de dire: «On fait du tort au club, on n'aime pas le club». Ça n'a rien à voir. Un dirigeant, c'est une personne physique, le club, c'est une personne morale. Point. Ça, c'était juste pour rappeler la première chose que ceux qui ont moins de 80 de QI ont du mal à intégrer. C'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de Martin Bulka et de nos dirigeants. Moi, je fais la part des choses. C'est-à-dire que je vais pas prendre parti, club ou Bulka. J'ai fait un tweet, qui a été mal perçu, dans la semaine où je disais qu'il fallait arrêter de s'en prendre à Bulka, parce qu'on connaissait des antécédents avec nos dirigeants. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que là, nos dirigeants sont en tort. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, arrêtons de toujours prendre parti pour les dirigeants du club. Parce que si on avait des dirigeants exemplaires depuis maintenant l'arrivée du NOS, ça se saurait. On serait au courant. Voilà. Les antécédents qu'il y a avec Bulka, tout simplement déjà que, il y a eu déjà un premier problème l'année où il y a Schmeichel. On lui promet, de la méritocratie. Or, beh, c'est du copinage. Martin, sportivement, mérite plus de temps de jeu. Au final, il n'en est rien. Ça, c'est la première des choses. Le premier point, on n'a pas trop été correct avec Bulka. La 2e, on lui promet quelque chose en mars. Je rappelle la saison du bonhomme, 17 clean sheets, il y a pas que lui, il y a aussi la défense, on est bien d'accord, mais 17 clean sheets, 5 penalties, je crois, arrêtés sur 7. On est dans des stats comme ça, donc un domaine très recherché où il excelle. Un gardien moderne qui se fait de plus en plus rare, c'est-à-dire très bon dans ses sorties sur coup de pied arrêté, rassurant, imposant physiquement, bon jeu au pied. C'est pas le cas en début de saison, mais l'année dernière, joue haut par rapport à sa ligne de but. Le gardien moderne par excellence. Jeune, prometteur, label PSG. Ce qui veut dire qu'il y a de l'offre et de la demande. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un joueur lambda qui progresse année par année. On est sur un produit qui est voulu et qui est demandé parce que je suis désolé, mais actuellement, je vais être froid aussi comme peut l'être Matt. Le joueur est un produit parce qu'on est sur un marché économique qui s'appelle le football. Un joueur est un produit. Il y a l'humain, il y a le chiffre, il y a l'économique. Et à un moment donné, quand un produit est demandé, pour le garder, il a une certaine valeur. Et cette valeur-là, je suis désolé, même si Martin Bulka a fait qu'une excellente saison à Nice, il fait déjà la meilleure saison du gym avec Melvin Barr, il fait le plus de clean sheets en Europe, et il est excellent. Il est excellent en termes. Bon, c'était le meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. À un moment donné, et quand tu fais une promesse en mars, tu es obligé de lui proposer un gardien qui coûte 80 000, de lui tripler le salaire. Tu es obligé, si tu veux le garder, si tu veux le prolonger, non, parce qu'un contrat qui dure est une valeur marchande qui augmente. C'est tout. Et tu es obligé à ce moment-là de lui proposer. Encore une fois, c'est là où je te rejoins Pancho, avec le fait que chaque année, il y a un changement de direction, d'organigramme, tout ça, et c'est pour ça que j'en veux à mon club que moi j'aime et que j'affectionne, et ses salariés qui sont pour rien, j'en veux à nos dirigeants, mis en place, et on est en train de la retrouver, je pense, ont mis en place une instabilité permanente dans le club depuis 5 ans, qui font que tu n'es pas capable de tenir une promesse à Andy Delors, que tu n'es pas non plus capable, ça c'est pas, c'est trop facilement à la trappe, mais que tu n'es pas capable non plus de tenir une promesse à Amin Gouiri. Et ça, il faut le distinguer, dirigeant, club. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochaines semaines, mais il est sûr que si on a fait une proposition de 150 000 avec bonus, et encore une fois, je ne sais pas, enfin, je ne connais pas la vérité dans ce dossier, c'est du foutage de gueule, c'est tout. Et que si on lui dit que maintenant, ben, son salaire, c'est, je sais pas moi, 200 000 et pas 240 000 parce que la grille des salaires ont baissé par rapport à mars 2024, c'est aussi du foutage de gueule. Mettez-vous en tant qu'employé avec votre patron. On vous promet un salaire à 2400 euros alors que l'année dernière, vous en touchez 800, que juste parce que 4 mois après, on vous en propose plus que 1600, on va voir la gueule que vous allez tirer. Exactement la même chose. Voilà, il faut se mettre aussi à la place du joueur. On connaît Martin, on ne le connaît pas personnellement, mais on connaît un peu le joueur. Il n'a jamais manqué de respect à l'institution, il n'a jamais manqué de respect au club. Un garçon qui est très droit, qui a l'amour du maillot, qui a l'amour des supporters. Et pas sur un cas douteux, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce clubisme permanent de toujours dire amen à nos dirigeants. Nos dirigeants, ils font des choses très bien, et on les souligne quand ils font des choses bien. Ils font aussi des choses qui sont mauvais. J'ai envie de dire, heureusement, parce que ben, sinon, on serait parfait, on serait déjà champion de France, on jouerait déjà la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Et on aurait À un gagné moment la Coupe donné, de il faut France être lucide. 2022. Non mais voilà, il faut être lucide.
il faut être lucide. Ce n'est pas parce qu'on critique nos dirigeants qu'on n'aime pas le Pas club bien qu'on te faire critique foutre le club. Pancho. Je Non, suis mais désolé. voilà, c'est tout. Non, C'est... non, mais Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. non, non, mais À un moment je donné, pense que je pense que l'essentiel a été dit sur le cas. Après, les sensibilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Là, le principe, c'était d'établir tous les éléments, le contexte, etc. Évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas comment ça s'est passé. On peut effectivement parler d'éléments qu'on connaît parce que c'est sorti et parce que ça fonctionne comme une entreprise, comme tu l'as dit justement, Flo. Au bout d'un moment, l'instabilité, le changement crée de l'instabilité qui crée un manque de Mais continuité et qui crée ce genre de situation un peu opaque où comment se fait-il qu'on ait un joueur. En fait, on ne devrait même pas se poser la question. On aurait dû le c'est ça, verrouiller. en On fait. aurait dû le verrouiller comme on a pu verrouiller à un moment donné JC, comme on a pu verrouiller à un moment donné Hicham, parce que Boudaoui. voilà. Donc voilà. Euh, Messieurs, c'était très complet. Juste, Ouais, vas-y. après, je m'arrête, mais juste ce qui est fatigant, c'est pas de se poser des questions de tort ou pas qui en tort. On a le droit d'être curieux, on a le droit. Et c'est toujours de taper constamment sur la personne qui est en face de nos dirigeants. Pas du club, parce que le club reste Hmm. de nos dirigeants qui, eux, passent. C'est tout. Et de suite, il y a eu des réactions à chaud, en plus de certains comptes qui sont plutôt connus sur Twitter. De suite, ben voilà, on tape sur Volutka. Oui, ben de toute façon, depuis le début de saison, il n'est pas top. Mais on s'en fout. Son valorisation, elle parle de la saison dernière. Elle aurait dû être faite en fin de saison dernière. Son début de saison n'a même pas lieu d'être amené au débat par rapport à sa revalorisation. Tout, voilà, je voulais juste Et dire ces puis mots-là. pour les joueurs, Arrêtons de toujours taper contre les gens qui sont face au club. Voilà. pour les Et joueurs face de à Football nos dirigeants. Manager, vous savez très bien que les promesses non tenues sur une revalorisation en fin de saison, ça peut finir au clash. Matt, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour clôturer ou pas? Ouais. Martine, refais-nous des sorties. Flo l'a dit, putain, il fait des bonnes sorties sur coup de pied arrêté. Bah, pas cette année. Sors mon gars, tu fais 8 mètres, tu sors, tu lèves les bras, tu te jettes par terre, tu rassures tout le monde. Et après, tu te lèves en criant et en tapant les cuissons et on n'en parle plus. C'est bon. Juste une petite question très rapide. Est-ce que vous pensez pas aussi que du coup, bah, cet épisode de prolongation, ça a pu affecter aussi ses premières performances? Ah mais de toute manière, je veux dire, là, Flo, et puis Matt peut en être témoin, je le dis depuis plusieurs semaines. Pour moi, il y a un dossier Boulka. Alors, je ne pensais pas que ça allait être autant comment dire, lié à sa question de la prolongation. Mais déjà, je n'ai pas reconnu le gardien qu'on a vu l'année dernière. Ou qu'on a vu même sous Galtier avec le parcours en Coupe de France. Ou qu'on a vu même sur quelques matchs la saison qui a suivi. Donc forcément qu'il y a quelque chose qui explique cela. Et puis parce que aussi, voilà, bon, on l'a déjà dit, changement tactique, changement d'approche, etc., etc. Messieurs, vous avez été parfaits. On a été très compact aussi. On a parlé des matchs, on a parlé de Boulka. J'espère que ça ne va pas être trop indigeste à la réécoute. Normalement, on se retrouvera rapidement pour présenter l'adversaire de jeudi prochain en la personne de la Lazio de Rome. Il faut que je trouve un intervenant pour venir nous présenter un peu le club, la dynamique, le contexte, etc. Matt, Flo, merci beaucoup pour votre venue, pour votre fidélité. Donc voilà, numéro est à retrouver également partout, sur les plateformes de podcast, sur YouTube. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve rapidement pour parler d'Europe. Ciao les gars, merci à vous. Merci, Pancho. Et Issa, Issa. Merci, Pancho.